la dernière session de cette présentation, enfin, la dernière présentation de cette session, pardon, avec le professeur Benjamin Rolland, qui va nous parler des nouvelles drogues de synthèse, enfin les nouvelles addictions. Donc là également, les questions se feront lors du dîner. Un grand merci au professeur Benjamin Rolland de Lyon. Merci beaucoup, bonjour à tous. Je crois que mon prédécesseur m'a volé le pointeur. Donc, je peux parler a cappella. Donc, on m'a dit que j'avais 3 heures, c'est ça? Oui. Ok. Eh bien, bonjour à tous. Merci beaucoup à Clariane et en particulier... j'ai un micro, je préfère un deuxième, mais... En particulier à Nicolas Jurado et Alexis Bourla pour l'invitation. Donc, les addictions pour la fin, mais à tout seigneur, tout honneur. Donc, en une demi-heure, je dois vous parler des nouvelles addictions, si j'arrive à avancer le pointeur. Non, ça, c'est mon pointeur. Il faut que je pointe quelque part. Quelqu'un peut m'aider ? Donc, en une demi-heure, je ne vais pas pouvoir vous parler de toutes les nouvelles addictions, de toutes les nouvelles substances qui arrivent. Je ne sais pas, ça ne marche pas. Tu peux peut-être faire mieux que moi. De toutes les nouvelles addictions et de toutes les nouvelles substances qui sont arrivées ces dernières années. Donc, je vais faire un choix, surtout que je vois tout le monde qui quitte la salle. Et donc, je vais plutôt vous raconter 3 histoires autour d'une évolution récente des usages. Et je pense que ce sont des choses que vous constatez dans vos structures. Donc l'idée, c'était d'échanger avec vous et puis de voir un peu ce qui pouvait être organisé. Merci beaucoup. Alors, donc, dans les usages de substances, en fait, vous avez un continuum, je pense que je ne vous apprends rien, entre les personnes qui ne consomment jamais ou quasiment jamais de substances, les personnes qui ont des usages sporadiques et puis les personnes qui ont des usages réguliers. Évidemment, plus les usages sont importants et réguliers et plus les conséquences sont majeures. Okay ? Il y a une trentaine d'années, donc on avait ce continuum. Fondamentalement, aujourd'hui, on a encore ce continuum, mais il y a des petites subtilités. C'est que vous avez un écart qui se creuse entre de plus en plus de gens qui ne consomment jamais de substances et une petite partie de la population qui consomme beaucoup plus de substances, à la fois en termes de fréquence, d'intensité, et aussi de nombre de substances. Donc souvent dans la presse, on dit oh, les jeunes, ils consomment de plus en plus de substances, il y a de plus en plus de substances. C'est vrai et c'est faux, c'est-à-dire que vous avez une petite partie des consommateurs qui vont consommer beaucoup de substances et qui vont consommer des grandes quantités de substances, mais vous avez quand même une partie de plus en plus importante de la population générale qui ne consomme de moins en moins de substances. Et on le voit, il y a de plus en plus de jeunes, y compris qui ne consomment plus du tout d'alcool, par exemple. On pourra en discuter si on a la place pour les questions. Donc, ce qui nous intéresse, c'est la partie la plus sévère des consommations de substances, et on va l'illustrer à travers de 3 exemples. Mais d'abord, je voulais prendre une métaphore qui est une métaphore gravitationnelle. C'est que dans ces 3 exemples que je vais prendre, en fait, il y a un effet d'accumulation des problématiques, à la fois des problématiques addictologiques, mais aussi des problématiques psychiatriques et des problématiques psychosociales. Et donc, les populations dont je vais prendre l'exemple sont des populations qui cumulent un très grand nombre de facteurs de risque. Et plus il y a une accrétion des facteurs de risque, et plus ça attire d'autres facteurs de vulnérabilité. Donc, les problématiques psychosociales attirent des problématiques psychiatriques, des troubles du conduite, des problématiques juridiques, des problématiques relationnelles, et ces problématiques exacerbent les troubles psychiatriques et les addictions. Donc, j'ai écrit en anglais, je ne savais pas en quelle langue il fallait que j'écrive. On voit donc ces populations qui ont des usages multiples, qui ont beaucoup de facteurs de vulnérabilité psychosociale, qui accumulent les comorbidités psychiatriques et qui arrivent dans nos structures de plus en plus, et qui ont 2 particularités, c'est qu'elles sont ce qu'on appelle hard to reach, ça veut dire qu'elles sont difficiles à attraper, et j'oserais dire aussi hard to keep, ça veut dire difficiles à garder aussi en suivi. Alors, les 3 exemples que je vais prendre aujourd'hui, c'est 3 exemples qui existent dans les 3 pays que vous représentez, c'est-à-dire l'Italie, l'Espagne et la France. D'une part, les usages de prégabalines de rue, tout le monde a vu ça autour de chez vous. Les usages de protoxyde d'azote, et puis
un dernier exemple un peu différent, les pratiques de chemsex. Okay, donc, 3 choses très différentes, mais quand même, on va retrouver cette notion d'effet gravitationnel et de cumulation des substances, notamment les nouvelles substances, des facteurs de vulnérabilité psychiatrique et psychosociaux. Alors d'abord, les usagers de rue de prégabaline. Alors il faut différencier les usagers de rue de prégabaline qui ont des comportements de prise très incontrôlés et puis des problématiques addictives qu'on voit aussi avec la prégabaline, plus anciennes, chez les patients douloureux chroniques, hein, où là on a surtout des phénomènes de dépendance, c'est-à-dire de gens pour lesquels il est difficile d'arrêter la prégabaline, mais vous n'avez pas donc les phénomènes, ce qu'on appelle d'addiction, de prise erratique. Donc la presse rapporte dans plein d'endroits ces problématiques. La prégabaline, c'est une substance, c'est un médicament hein, que vous pouvez peut-être prescrire de temps en temps, qui à la base a des indications dans l'épilepsie, la douleur chronique et les troubles anxieux, donc les psychiatres la prescrivent dans certains pays. Elle a été conçue pour être à la base un analogue du GABA, mais en fait, il s'est révélé qu'elle n'agissait pas directement sur les récepteurs GABAergiques. Et donc, son mode d'action semble plus complexe. Elle semble activer donc, des canaux calcium qui vont réguler le relargage de neurotransmetteurs excitateurs. Et donc, dans l'ensemble, on considère qu'elle module la réponse gamma-glutamate. Vous savez que le GABA, c'est le neurotransmetteur qui est plutôt en charge de l'inhibition cérébrale, alors que le glutamate et la glutamine sont plutôt des acides aminés excitateurs. Alors, qui sont ces usagers de prégabaline de rue? Eh bien, à la base, ce sont des jeunes hommes. Il y a très peu de femmes, ou alors elles ne sont pas visibles, avec un faible niveau d'éducation, et à peu près 90% d'entre eux sont des personnes qui sont migrants originaires du Maghreb. Okay, sont des populations qui sont encore peu étudiées, mais les comorbidités psychiatriques sont majeures. On voit beaucoup de traumas, alors qui sont liés à la phase pré-migration, transmigration et post-migration, des troubles psychotiques, des troubles de l'humeur, des troubles de la personnalité. Et vous voyez qu'à Lyon, où je travaille, on avait fait une étude pour regarder les prescriptions de prégabaline ces dernières années jusqu'en 2021. Il y a eu une restriction en France de la prescription de prégabaline. Dans les PASS, donc les PASS, ce sont des structures pour les personnes précaires, en particulier les personnes migrantes. Et vous voyez qu'il y a eu une très très forte explosion des prescriptions de prégabaline et qu'on retrouve dans d'autres articles et dans d'autres données au niveau européen. Alors c'est très marqué en France parce qu'on a peut-être un peu plus que d'autres pays cette immigration venue du Maghreb. Je pense que l'Espagne aussi est concernée, l'Italie aussi est concernée. Mais on la retrouve dans plein d'autres pays. Et ce sont des polyusagers, puisque vous voyez qu'ils associent souvent avec la prégabaline des benzodiazépines, en particulier le clonazepam, le rivotril, et moins systématiquement des opioïdes, en particulier du tramadol, et puis du crack, qui est donc la cocaïne fumée, essentiellement des usagers de rue. Il y a un cercle vicieux pour cette population très fragile, c'est que ces personnes sont en contact avec des réseaux criminels. Souvent, ce sont ces réseaux criminels qui les ont plus ou moins forcés à migrer, notamment quand ça se passait mal dans le pays d'origine. Et donc, ils leur fournissent la prégabaline et en échange de l'accès à la drogue qui les a rendus dépendants ou aux drogues qui les ont rendus dépendants, eh bien, ils réalisent des activités criminelles, parfois de la prostitution. Et donc, il se crée comme ça un cercle vicieux qui, évidemment, est compliqué quand il faut prendre en charge de manière globale ces personnes. Alors, on a peu de recettes pharmaceutiques, de données pharmaceutiques. Déjà, c'est peu évalué. Ce qu'on sait, c'est qu'il peut y avoir donc un syndrome de sevrage potentiellement très dangereux à l'arrêt de la prégabaline. Donc, on ne peut pas arrêter d'un coup la prégabaline en disant vous êtes addict, on arrête. Mais ça, c'est vrai pour quasiment toutes les substances addictives. Que les benzodiazépines et les neuroleptiques ont montré peu d'efficacité en substitution. Par exemple, un patient qui arrive dans votre clinique, dans votre structure, eh bien, vous switchez la prégabaline pour des benzodiazépines ou des neuroleptiques, ça ne marche pas très bien et le syndrome de sevrage reste encore assez présent. Qu'il y a donc
une faible efficacité de la gabapentine en relais. Donc la gabapentine, c'est un autre gabapentinoïde qui a moins d'effets addictifs. Et en fait, quand on fait un relais prégabaline par gabapentine, eh bien, ça marche bien sur le syndrome de sevrage, mais pas sur les comportements addictifs. Donc ce n'est pas l'équivalent de la méthadone, par exemple, pour l'héroïne. Donc, la seule option disponible à l'heure actuelle, c'est la diminution lente, et donc ce n'est pas toujours faisable. Et puis surtout, c'est compliqué avec cette population parce que vous la voyez plus. Et puis quand vous donnez du traitement, vous ne savez pas après dans quelle mesure c'est pris plus ou moins rapidement, ou c'est revendu, ou c'est mal utilisé. Donc, pour l'instant, on en est encore aux recettes de cuisine avec de la délivrance régulière, par exemple quotidienne, dans des pharmacies hospitalières. Et puis, on utilise aussi beaucoup le sirop, parce que le sirop ne se revend pas, il se revend très difficilement par rapport aux gélules ou aux comprimés de prégabaline. Donc vous voyez qu'on est vraiment au début de cette prise en charge. Je vous ai dit, c'est une population donc très très vulnérable, mais attention parce que vous avez, comme pour toutes les problématiques addictives, vous avez des phénomènes de contamination, à l'image de virus, et donc vous avez de plus en plus des populations moins vulnérables qui sont usagères de prégabaline. Ça se voit pour la prégabaline, mais ça se voit dans beaucoup de substances. Par exemple, le crack, qui était jusqu'à il y a quelques années réservé vraiment aux usagers les plus précaires, eh bien, on voit des usages de crack dans des populations beaucoup moins précaires par des espèces de phénomènes de mimétisme. Donc, c'est une population très compliquée, mais ça va être le fil conducteur de mes trois exemples, qui multiplie donc l'usage de plusieurs substances, des liens avec des réseaux mafieux, qui font des activités criminelles, qui passent en prison, qui ont beaucoup de comorbidités psychiatriques, et qui sont aussi dans des situations sociales précaires. Et nous, en psychiatrie ou en addictologie, eh bien, on est à un bout du spectre, et donc il y a d'autres prises en charge qui sont plus particulièrement concentrées sur les activités criminelles ou les aspects sociaux. Donc, ce qui est très important, c'est d'essayer de mettre en place des systèmes coordonnés où les systèmes de soins déjà entre eux sont coordonnés, donc addiction, médecine des addictions, psychiatrie, médecine générale, soins en prison. Souvent, ces structures collaborent plus ou moins entre elles, mais il n'y a pas de prise en charge coordonnée de ces jeunes. Et puis surtout, il faut se mettre en lien avec les services sociaux, parce que quand il y a des projets sociaux, eh bien, il faut que ces projets soient coordonnés avec les soins globaux, et aussi avec les services de justice, et puis avec les services de l'immigration et de la protection de l'enfance, donc les départements officiels de nos ministères. Et donc vous voyez qu'il faut qu'il y ait un chapeau qui essaie de coordonner toute cette action autour d'un seul individu ou d'un seul groupe d'individus. C'est ce qu'on essaie de faire plus ou moins bien à Lyon, mais vous voyez que c'est très complexe, et je reviendrai sur cette prise en charge en réseau qui semble être quand même un peu un apanage de la modernité de ces situations modernes et plus en plus complexes. Deuxième exemple, donc le protoxyde d'azote. Donc pareil, plein d'articles de presse un peu partout là-dessus. Peut-être vous en avez déjà vu dans vos structures. Ici, vous avez donc un rapport de l'EUDA, donc qui est la European Drug Agency, qui est donc l'agence européenne qui s'occupe des drogues, qui est récemment construite. C'est une évolution d'un autre truc avant qui s'appelait l'EMCDDA, donc qui était l'Observatoire européen des drogues. Et vous voyez que ces dernières années, il y a eu une explosion des problématiques médicales, des répercussions médicales en lien avec le protoxyde d'azote. Donc le protoxyde d'azote, c'est un gaz qui existe dans ces bonbonnes là pour faire de la crème chantilly, et que les usagers mettent dans des ballons pour les utiliser de manière, comme on dit, récréative. Ces bonbonnes ont été interdites dans un nombre croissant de pays. En France, elles ont été interdites à la vente. Par contre, elles ne sont pas interdites d'accès sur Internet. Vous savez que sur Internet, vous pouvez trouver tout ce que vous voulez. Et donc, il y a des achats de bonbonnes géantes, comme ça, par des usagers, puisqu'ils ne peuvent plus trouver dans les supermarchés leurs petites bonbonnes qu'ils achetaient précédemment. Donc ça n'a pas vraiment résolu le problème d'interdire les bonbonnes dans les supermarchés, et en tout cas, ça n'a pas permis d'enrayer cette croissance de l'usage. Il y a un débat dans la communauté addictologique pour savoir est-ce que le protoxyde d'azote est vecteur d'addiction, et donc il y a eu des études épidémiologiques assez poussées qui ont montré que
tous les critères DSM-5 n'étaient pas remplis pour un trouble d'usage de substances spécifiques au protoxyde d'azote, mais certains critères centraux sont présents, notamment la perte de contrôle, le fait de continuer l'usage malgré des conséquences médicales ou psychosociales négatives. Donc on voit bien que là, on est quand même face à un phénomène qui est très problématique chez certains usagers. Le protoxyde d'azote, il est toxique et il est neurotoxique, d'accord ? Il va entraîner un phénomène de blocage de la vitamine B12, donc la cobalamine, et cette vitamine B12, elle est cruciale pour certaines réactions enzymatiques au sein des cellules, et notamment la fabrication de méthionine qui va rentrer dans les étapes de formation de la gaine de myéline. Okay, donc, le protoxyde d'azote va désactiver la cobalamine, qui va empêcher les réactions aboutissant à la transformation d'homocystéine en méthionine. Et donc, ça va amener à une fragilisation des gaines de myéline et donc une fragilisation du fonctionnement neurologique. Il en résulte que vous avez une accumulation d'homocystéine dans le cerveau et dans le sang. Pareil, une autre réaction enzymatique qui est bloquée par l'absence de cobalamine active, c'est la transformation de propionylcoenzyma en succinylcoenzyma, et ça aboutit à l'accumulation d'un autre métabolite qui est le méthylmalonique, l'acide méthylmalonique. Et donc, l'acide méthylmalonique et l'homocystéine, ce sont les deux marqueurs qu'on va doser pour refléter la sévérité de l'atteinte de l'intoxication chronique au protoxyde d'azote. Ça donne donc, alors en utilisation aiguë, ça va donner des troubles cognitifs, c'est un peu comme du poppers, hein, ça rend légèrement ébrieux. Ça peut donner quand même des troubles de l'équilibre, et puis on peut s'asphyxier, mine de rien, puisque quand on aspire ce gaz, il y a moins d'oxygène. Et puis il peut y avoir des accidents, des blessures. Les personnes pouvaient se blesser au froid aussi, parce que les bonbonnes, donc, il y a de l'azote liquide dedans, et donc quand c'est mal utilisé, elles peuvent se blesser au froid. Ce qui nous intéresse ici, ce sont les complications chroniques, et donc selon les complications essentiellement neurologiques, même s'il peut y avoir des atteintes aussi hématologiques, avec donc des atteintes périphériques, des difficultés à la marche, qui peuvent aller jusqu'à la forme la plus grave, qui est la sclérose combinée de la moelle, hein, avec des signes particuliers en neuroradiologie, qui peut amener à des paraplégies complètes et définitives. D'accord ? Et c'est pas rare chez les usagers réguliers que ce type de complications surviennent. Donc, en pratique, on dose la vitamine B12, mais attention, elle n'est pas toujours anormale, parce que le protoxyde d'azote n'élimine pas la vitamine B12, il la désactive. Donc, en fait, vous pouvez avoir des taux qui sont normaux chez certains patients, mais une grosse partie de cette vitamine B12 qui est désactivée. Par contre, on dose l'homocystéine et l'acide méthylmalonique, et le marqueur le plus associé au risque neurologique, c'est l'homocystéine. Il peut y avoir des signes précoces d'atteinte à l'IRM, enfin, on ne va pas faire une IRM chez tous les usagers de protoxyde d'azote. Et donc, on supplémente en vitamine B12, mais en fait, ce qu'on donne en supplément de vitamine B12 ne va jamais combler ce que le protoxyde d'azote désactive. Donc, le meilleur soin, c'est d'arrêter le plus précocement possible l'utilisation de protoxyde d'azote. Alors, donc il peut y avoir des troubles neurologiques, il peut aussi y avoir des troubles psychiatriques dont on ne sait pas trop si c'est la cause ou la conséquence de très très fort niveau d'usage de protoxyde d'azote. Ce protoxyde d'azote, il est utilisé dans toute une gamme de populations, essentiellement des jeunes, mais les usagers très sévères de protoxyde d'azote ont des profils qui ressemblent un petit peu à ceux de la prégabaline. Donc, ce sont des personnes jeunes, souvent masculines et souvent avec un niveau d'éducation limité dans les premières études. Fréquemment, on a aussi des comorbidités, un peu les mêmes d'ailleurs que celles des usagers de prégabaline. Alors, ce ne sont pas toujours des personnes d'origine migrante. Et puis, il y a souvent d'autres associations de substances, donc pas les mêmes tout à fait que la prégabaline, mais c'est souvent le cannabis et l'alcool qui ressortent, avec des faits divers. Notamment, on a eu très récemment, là en France, quelqu'un qui s'est fait écraser par une personne qui venait de prendre du protoxyde d'azote et probablement du cannabis dans le nord de la France.
Alors pareil, c'est très compliqué de prendre en charge ces personnes par une seule institution d'une seule discipline. Et donc si on veut aider au mieux des usagers de protoxyde d'azote sévères, eh bien, il faut mettre en place un réseau de prise en charge qui inclut la psychiatrie, la dictologie, la neurologie et la médecine d'urgence quand il commence à y avoir des problématiques. Et souvent, il y a des prodromes, hein, je ne l'ai pas dit, mais avant de voir les complications neurologiques, les personnes ont souvent des picotements dans les extrémités. Donc ça veut dire aller voir un neurologue tout de suite et faire, pourquoi pas, une imagerie. Et puis aussi des services sociaux qui peuvent faire du outreach, donc du aller vers, en particulier lorsqu'il y a des problématiques sociales associées. Dernier exemple, donc le chemsex, donc pareil, une problématique qui est transnationale, européenne, et puis qu'on voit aussi en Amérique du Nord et probablement d'ailleurs aussi dans d'autres pays comme l'Asie, même si c'est probablement plus tabou. Et donc le chemsex, c'est l'association donc de substances qui vont avoir pour but essentiel de faciliter ou de prolonger les rapports sexuels. Okay, donc typiquement, on appelle chemsex traditionnellement plutôt quelque chose dans le champ de population des ce qu'on appelle les HSH, donc les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes. En anglais, c'est MSM, c'est Men who have sex with men. Et l'usage de substances à visée d'augmentation de la sexualité hors population HSH, on appelle ça plutôt l'USD, donc c'est l'usage sexualisé de drogue, mais c'est des subtilités. En gros, dans le chemsex, donc dans la communauté gay, vous avez deux grands types de substances principales. Vous avez les substances psychostimulantes, et là, il y en a beaucoup. Hein. Vous avez les traditionnelles comme la cocaïne ou les amphétamines. Et puis, vous avez, et ça, c'est la grande majorité des substances psychostimulantes consommées, les catinones, qui chimiquement ressemblent beaucoup aux amphétamines, mais qui ont quelques petites subtilités d'effet. Je vous montrerai juste après. Vous avez aussi, donc, ces substances sont consommées pour deux raisons principales. D'une part, pour désinhiber socialement, parce que quand vous allez dans une soirée où vous allez avoir plusieurs rapports sexuels avec des gens que vous ne connaissez pas, vous pouvez être timide. Hein, donc, pour vous désinhiber socialement, eh bien, vous allez prendre ces substances. Et puis, vous pouvez aussi prendre ces substances à visée d'endurance, parce que si vous avez 10 rapports sexuels avec 10 partenaires dans la même soirée, à moins que vous soyez très endurant de base, c'est quand même pas facile. Donc, les amphétamines ou la cocaïne, on va le voir, sont les substances de prédilection. Et puis, il y a des substances sédatives qui sont utilisées alors, contre la douleur, hein, ou pareil pour désinhiber. Et la principale, c'est le GHB, pareil, un médicament qui est utilisé souvent dans la narcolepsie, mais c'est aussi une drogue, vous savez, c'est ce qu'on appelle la drogue du viol, parce qu'il donne des amnésies, mais enfin, ce n'est pas la seule qui donne des amnésies. Et puis, plus récemment, est arrivée la kétamine, qui est aussi une drogue qui envahit le marché, et probablement que vous avez des usagers de kétamine déjà chez vos patients pris en charge. Vous avez d'autres substances un peu marginales, par exemple les poppers en situation de soirée chemsex, mais vous avez aussi des substances qui ne sont pas traditionnellement considérées comme associées au chemsex et qui pourtant sont très présentes, la première étant l'alcool, bien évidemment. Alors, juste, je ne rentrerai pas dans les détails parce que je pourrais parler des heures sur le chemsex, mais c'est juste pour vous dire que, encore une fois, un psychostimulant n'égale pas un autre, et que donc, si vous cherchez la performance, la résistance au sommeil et la multiplication des partenaires sexuels, vous allez plutôt vous tourner vers certaines amphétamines, en particulier la méthamphétamine ou la cocaïne. Et si vous recherchez plutôt à vous désinhiber socialement, eh bien, vous allez plutôt vous tourner vers les catinones ou vers la MDMA, qui est l'ecstasy, qui a des effets plus empatogènes, entactogènes, et moins des effets physiques, de stimulation physique. Voilà. Après, vous pouvez prendre un cocktail parce que vous ne savez pas trop bien la différence, et c'est quand même souvent le cas. On a des gens qui parfois prennent plusieurs types de substances. Un petit mot sur le GHB, je ne parlerai pas de la kétamine parce qu'on est très en retard. Donc le GHB, c'est une molécule endogène qui existe dans le corps humain, qui a des récepteurs spécifiques, et puis elle va aussi réguler le système GABAergique dont on a parlé précédemment avec la prégabaline. Et quand vous envoyez du GHB exogène, il va stimuler le système GABAergique et le système du GHB endogène. C'est une molécule qui est difficile à tracer puisqu'elle existe dans le corps humain, puis elle s'élimine assez vite. Donc vous avez le GHB, et puis vous
vous avez sa forme de précurseur qui est le GBL, le gamma-butyrolactone. Donc GHB, c'est gamma-hydroxybutyrate, et GBL, gamma-butyrolactone, qui sont en équilibre permanent. Donc des fois, les gens prennent le GBL, qui a un effet un peu plus décalé le temps qu'il se transforme en GHB. Oui, des fois, ils prennent du GHB. Donc le GHB, il y a une toxicité dose dépendante très forte. On peut mourir d'une intoxication au GHB. C'est ce que les chemsexeurs appellent les G-hole. Donc, c'est des overdoses au GHB. Et la plupart des morts chez les personnes qui pratiquent le chemsex, c'est lié au GHB. Il y en a un peu avec la kétamine maintenant. Donc, c'est les K-hole. Mais on ne fait pas une surdose mortelle de catinone, par exemple. Par contre, on peut faire une surdose mortelle, en tout cas avec un coma, lié au GHB. Donc beaucoup d'overdoses, un risque d'addiction qui est très important avec le GHB, un haut risque aussi de sevrage. Et en fait, dans les études, ce qui a montré la meilleure efficacité dans la prise en charge, c'est le baclofène plus benzo, ce qui est logique puisque le GHB vient taper les récepteurs GABA et les récepteurs GABA-B. Donc quand vous substituez par quelque chose qui vient cibler les deux types de récepteurs GABA et GABA-B, ça réduit les symptômes de sevrage. Il y a peu d'études sur l'efficacité du maintien en long cours pour l'aide à l'arrêt du GHB. Alors, donc, les profils de chemsexeurs, alors c'est différent. Donc, c'est un public qui s'est beaucoup rajeuni. Hein. Le chemsex existe depuis 20-30 ans, mais auparavant, c'était plutôt des gens plus âgés. Et puis, là, il y a plutôt un phénomène de diminution de l'âge. Il y a plus de précarité, plus de travailleurs du sexe. Et donc maintenant, les gens se rencontrent beaucoup sur les réseaux, les applis de rencontres. Ça peut aller très très vite. Et donc il y a des espèces de soirées chemsex qui se construisent comme ça très rapidement. Ce sont des populations vulnérables, mais pour d'autres raisons que les populations migrantes ou les populations d'usagers de protoxyde d'azote, notamment liées au fait que pour beaucoup, ce sont des personnes gays, et donc avec un vécu communautaire qui peut intégrer une stigmatisation de la part des personnes non gays, mais aussi une autostigmatisation qui est bien décrite par les associations. Un frein du coup à aller demander des soins, notamment dans des structures qui ne sont pas identifiées à tort ou à raison comme gay-friendly. Et puis ce sont des personnes qui ont fréquemment des traumatismes, des troubles de personnalité, donc il y a beaucoup de troubles borderline de personnalité, et puis un continuum entre trauma PTSD, trauma complexe, troubles de personnalité borderline. En tout cas, il y a souvent des tentatives de suicide ou une suicidalité, des troubles de l'humeur, et puis il peut y avoir aussi des éléments d'addiction sexuelle. Alors, c'est un long débat de savoir est-ce que l'addiction sexuelle existe dans le chemsex, puisque c'est un effet chimiquement induit. Donc, normalement, quand on a une addiction sexuelle, ce n'est pas induit par une substance. Et il peut y avoir donc beaucoup de complications non psychiatriques, en particulier donc, évidemment un risque de contamination au VIH et à d'autres virus, et puis des infections locales, donc des bactéries. Ici, c'est la variole du singe, donc le monkeypox, qui est apparu il y a quelques années et qui touche particulièrement les personnes qui pratiquent le chemsex. Voilà, donc même topo, si on veut prendre en charge correctement ces populations complexes, on ne peut pas les prendre en charge à une seule discipline. Il faut créer un réseau local, un réseau national, pourquoi pas réseaux internationaux, et puis construire un parcours local pour pouvoir aider au mieux ces personnes qui intègrent là. Alors là, les soutiens communautaires sont majeurs, hein, et souvent c'est autour d'associations comme AIDS qu'on va construire un parcours de soins, et ce sont elles qui font du aller vers pour nous ramener les personnes les plus en difficulté. Et puis, il faut tout un tissu de prise en charge médicale qui va de la psychiatrie à la sexologie, en passant par l'addictologie et l'infectiologie. Et donc, ça se construit localement. Alors, pourquoi je vous ai dit tout ça ? Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais quand je commençais la psychiatrie, on m'a dit, un patient, par exemple, qui a un trouble de personnalité sévère, en cabinet, ça ne tient pas. Et donc, il faut au moins une partie du temps l'institutionnaliser, parce que sinon il va épuiser le médecin, le psychologue, et donc il faut que ce soit une équipe multidisciplinaire qui prenne en charge ce patient. Et donc chez des
psychiatres, par exemple, qui ont un cabinet libéral et qui ont du mal avec un patient lourd, en particulier un patient qui a un trouble de personnalité lourd, eh bien, il va proposer une institutionnalisation, par exemple, à travers un hôpital de jour qui va être plus en mesure de contenir et de venir éponger toute la complexité psychopathologique de la personne. Eh bien, je dirais qu'on a franchi un niveau de complexité encore plus important et que maintenant, au-delà de la prise en charge institutionnelle, eh bien, on a certains publics les plus complexes, et notamment ceux qui ont les polyaddictions et les nouvelles addictions, pour lesquels le suivi institutionnel monodisciplinaire ne suffit plus, et pour lesquels il faut inventer une prise en charge multidisciplinaire en réseau. Et donc, c'est tout l'enjeu, à mon avis, de nos structures pour les années qui viennent. Donc, construisons des réseaux, et je vous remercie. Merci. Alors, c'est comme vous voulez. Si jamais il y a une question urgente, on peut la faire maintenant. Et sinon, on se voit plutôt au dîner et on fait ça tout à l'heure. Peut-être mieux tout à l'heure, à mon avis. Hein. Il n'y a pas d'urgence. Bon, on en discute au dîner. Un grand merci en tout cas à Benjamin Rolland pour sa présence et pour cette super présentation. Merci beaucoup.